Bon, eh bien, bonjour. Nous allons aujourd'hui regarder une réaction chimique extrêmement compliquée. Et je pense qu'on va passer aussi à un type de cluster particulièrement complexe, un des plus complexes qu'on peut trouver dans la nature, qui est ce système de nitrogénase qui a été sélectionné par les organismes vivants pour fixer l'azote de l'atmosphère et le réduire en ammoniac. Ce cours sera suivi d'un séminaire sur la même question, mais par une approche totalement différente de l'approche biologique. Dans mon cours, vous verrez quelques exemples de chimie moléculaire développés récemment par les chimistes pour faire de la réduction de l'azote. Mais là, on va voir plutôt une approche de type chimie du solide. La question de la réduction de l'azote, comme vous allez le voir, est une question extrêmement importante, pas uniquement pour les organismes vivants, mais aussi pour l'industrie chimique. Alors, bon, évidemment, se rappeler d'abord que le vivant a besoin d'azote. L'azote est un atome extrêmement important et la seule source d'azote, c'est l'azote atmosphérique. Et cet azote n'est pas assimilable et donc il faut le transformer. Et donc il y a sur notre planète tout un tas de micro-organismes qui ont cette faculté de transformer l'azote N2, le diazote, en ammoniac et puis nitrate. Donc tout un tas de dérivés de l'azote qui, eux, sont assimilables. Évidemment, cette activité est absolument clé à la vie des animaux et des hommes, puisqu'au bout du compte, cet azote sous cette forme-là est incorporé dans la biomasse, et c'est cette biomasse que nous récupérons par l'alimentation pour nos atomes d'azote, enfin pour les hommes et les animaux. Donc il y a tout un cycle. Il y a tout un cycle de l'azote où c'est essentiellement ces bactéries dites fixatrices d'azote. Il peut s'agir de bactéries qui sont dans le sol, libres dans le sol, ou bien ces bactéries, on parle de fixation symbiotique, de bactéries qui sont en association avec les nodules de plantes genre légumineuses. Et ce sont ces bactéries qui transforment l'azote en ammoniac. Cet ammoniac est assimilable, mais ce qui est encore plus assimilable, ce sont les nitrates. Et pour ça, évidemment, vous avez une transformation de cet ammoniac par des bactéries dites nitrifiantes jusqu'aux nitrates qui sont ensuite incorporés qui est ensuite utilisé pour l'incorporation de l'azote dans la biomasse. Et puis vous avez aussi des bactéries dénitrifiantes qui sont capables de produire de l'azote à partir de ces sels. Alors, je vais m'intéresser à cette chimie-là, la transformation de l'azote en ammoniac, et bien sûr, je vais être confronté à cette réaction chimique tout au long du cours. C'est une réaction qui implique évidemment des électrons, puisque c'est une réduction, qui implique des protons, puisque l'azote va être transformé en ammoniac NH3. Deux choses donc voilà les systèmes qui sont capables de réaliser cette réduction chimique. Et deux choses assez remarquables. D'une part, c'est une réaction qui est très coûteuse en énergie, puisque vous voyez que pour chaque électron transféré, vous avez 2 molécules d'ATP, donc c'est colossal comme besoin en source chimique d'énergie. Et la deuxième remarque, et là encore je crois qu'on ne comprend pas très bien la raison de cette réalité, c'est que pour 2 molécules d'ammoniac, vous avez une molécule d'hydrogène qui est produite. De sorte que, si vous faites le calcul, une réduction d'azote N2 en ammoniac, c'est une réduction à 6 électrons.
et enfin, la seule enzyme du monde vivant qui est capable de faire cette réaction, elle fait une réaction à 8 électrons. Et 2 protons sont réduits en hydrogène. Alors il faut une source d'électrons, j'en parlerai pas, il y a tout un tas de systèmes de transfert d'électrons, et en particulier des ferrédoxines qui sont réduites par des processus métaboliques divers, qui introduisent cet électron dans une première protéine qu'on appelle la réductase. C'est là que sont attrapés les électrons et à partir de laquelle est envoyé l'électron dans la partie nitrogénase, celle où se fait la réduction de l'azote en ammoniac. Mais c'est sur la partie réductase que se fait l'hydrolyse de l'ATP. Alors, cette réaction, évidemment, c'est un vrai défi parce que s'il y a bien une molécule stable dans l'univers, c'est la molécule d'azote. Vous voyez, par exemple, l'énergie de dissociation de la liaison azote-azote, 225 kcal par mol, c'est colossal. Quand je parlais, par exemple, j'évoquais que le radical 5'-déoxyadénosyle, dont j'ai beaucoup parlé, était un oxydant puissant, un très très bon arracheur d'atomes d'hydrogène, c'est parce que l'énergie de la liaison carbone-hydrogène était de l'ordre de 100 kcal par mol. Vous voyez ici, on a quelque chose de vraiment colossal. Donc, par ailleurs, vous voyez, enfin, il y a tout un tas de propriétés qui sont en accord avec une très grande stabilité de cette molécule. Le potentiel d'ionisation est énorme, 15 électronvolts, hein, c'est pratiquement comme l'argon. Donc c'est une molécule qui, en dépit de doublés libres et d'hétéroatomes, c'est un très mauvais donneur d'électrons. Et de la même façon, donc ça c'est le diagramme des orbitales moléculaires qui explique un peu comment la structure électronique de la molécule avec ses 3 liaisons azote-azote, 2 liaisons pi, une liaison sigma, et puis un doublet non liant. Mais quand vous regardez la première orbitale non occupée, elle est à 7,3 électronvolts, c'est aussi énorme, donc c'est aussi un mauvais accepteur. Néanmoins, et ceci a été montré pour la première fois en 1965 avec ce premier complexe ruthénium-azote, on peut faire des complexes entre un métal et une molécule N2. En dépit du mauvais caractère donneur de l'azote et du mauvais caractère accepteur de l'azote, eh bien vous avez, aujourd'hui on sait tout un tas de structures moléculaires qui associent des atomes d'azote, enfin une molécule d'azote N2 avec un métal. Ça peut être des systèmes mononucléaires, mais ça peut être aussi des systèmes binucléaires que vous voyez ici. Juste pour rappeler l'intérêt industriel et la raison pour laquelle les chimistes continuent à chercher des catalyseurs pour faire de cette réaction. Mais là, vous voyez, il n'y a pas de... Enfin, la source de réducteurs ne sont pas des électrons et des protons, mais c'est directement de l'hydrogène. Donc en effet, on peut faire de la réduction de l'azote par de l'hydrogène moléculaire. Encore une fois, ce n'est pas comme ça que la nature fait, mais les chimistes font comme ça. Bon, c'est le fameux procédé Haber-Bosch, où l'hydrogène est produit ici, je ne rentre pas dans les détails, mais par une réaction de reformage, qui est la grosse production d'hydrogène à l'échelle industrielle. Hein, c'est à partir d'hydrocarbures, qui malheureusement produit du CO2. Donc, vous savez combien est important, je l'ai discuté, la possibilité de... Enfin, l'objectif de produire de l'hydrogène autrement que par des produits carbonés, des hydrocarbures. Et puis une fois qu'on a donc notre azote et notre hydrogène, eh bien, ça se passe dans un réacteur. Et là vous voyez, les conditions sont des conditions assez dures. Il faut un catalyseur, le plus souvent à base de fer, et très haute température, très haute pression. Et donc, voilà, ça marche bien. Mais en particulier l'ammoniac qui est produit ici a tout un tas d'applications, hein, urée, production d'urée, de nitrates divers, d'engrais azotés, d'acide nitrique, mais il reste à
sans doute à trouver des procédés qui évitent évidemment cette production d'hydrogène de cette façon-là, je l'ai dit, mais qui permettent d'avoir des catalyseurs plus efficaces et peut-être des conditions expérimentales moins dures, tout ça pour faire des économies d'énergie en particulier et des réactions plus efficaces. Et donc, c'est dans ce contexte-là que, à la fois pour des raisons très fondamentales, mais aussi appliquées, que énormément de gens se sont intéressés à la réaction de réduction de l'azote par les organismes vivants et donc à essayer de comprendre cette nitrogénase. Alors, je vais vous raconter ce qu'on sait et en même temps, on sait des choses depuis relativement peu de temps et on est très loin de savoir tout et de comprendre véritablement comment les choses se passent, en particulier du point de vue des mécanismes. Alors, ce qui est extraordinaire, c'est qu'assez tôt, on a eu des informations structurales sur ce système. Vous voyez, ça commence en 1992. Je crois que c'est Doug Grease qui a été le premier à avoir une structure cristallographique de ce système. Et ça a continué au cours des ans, et les gens continuent à faire des structures de ces nitrogénases, et on arrive à des résolutions qui sont tout à fait impressionnantes. Donc on a des informations à l'échelle atomique qui sont très très utiles. Et alors cette nitrogénase, donc, comme je l'ai dit, on a donc la structure aux rayons X de la protéine, de la réductase, alors qu'on appelle aussi protéine à fer. Pourquoi ? Parce qu'en plus d'un site donc, de fixation de l'ADP et de l'ATP, on a ici un cluster 4 fer 4 soufre qui va être le lieu d'arrivée de l'électron de la ferrédoxine et le lieu de départ vers la nitrogénase elle-même, qui est cette protéine-là. Depuis le temps que j'en ai parlé cette année, vous savez ce que c'est qu'un cluster 4 fer 4 soufre et la capacité donc d'évoluer entre deux états redox. On va regarder plus en détail le contenu métallique de cette nitrogénase, là où se fait la réduction de l'azote en ammoniac, et là on va tomber sur deux clusters métalliques qui sont parmi les plus complexes qui existent dans le vivant, qui est un premier complexe qu'on appelle le cluster P. On va le regarder en détail. C'est là où arrive l'électron. Donc, système intermédiaire de transfert d'électrons entre ce cluster-là et le FMOCO, donc le site, donc FMOCO pour cofacteur à fer et à molybdène, qui est le site où va se faire donc la réduction de l'azote en ammoniac. Et là aussi, cluster très, très complexe. Voilà, ceci est remis d'une autre façon, où vous voyez comment se positionne cette chaîne de transfert d'électrons, en quelque sorte, avec ce cluster, ce deuxième cluster, et ici le FMOCO. Et puis, finalement, cette hydrolyse d'ATP se passe très très loin du FMOCO, elle se passe assez loin d'ailleurs du cluster 4 fer. Il y a plus d'une dizaine d'angstroms de distance, et pourtant cette hydrolyse d'ATP est absolument centrale. Sans elle, il n'y a pas d'activité. Alors, zoomons maintenant sur ce premier cofacteur, FMOCO. Et là, c'est assez étonnant. Vous avez donc c'est un petit caillou de fer et de soufre, où vous avez donc en jaune les atomes de soufre, donc en marron les atomes de fer, et finalement on voit que ce cluster inorganique est accroché à la protéine uniquement par deux points, une cystéine ici qui fixe un des atomes de fer uniquement, et une histidine qui est ligand d'un atome de molybdène, parce qu'au bout de ce cluster, il y a un atome de molybdène qui est fixé par trois atomes de soufre du cluster fer-soufre un peu particulier. Et puis, il y a une molécule d'homocitrate, ici, vous voyez, avec un hydroxycarboxylate, donc un ligand bidentate qui s'accroche au molybdène, de sorte que le molybdène est ici hexacoordiné. On discutera on va discuter de la réactivité de ce cluster. Quelque chose qui est connu depuis pas mal de temps, c'est qu'il y a de la densité électronique au milieu là.
Et donc, il y a eu énormément de recherches sur quel est cet atome. C'est un atome, et pendant très très longtemps, parce qu'il était en interaction avec les atomes de fer, on a pensé à un hétéroatome, ça pourrait être de l'oxygène, ça pourrait être de l'azote, enfin, voilà. Et en fait, en 2011, à la suite de tout un tas de travaux, et notamment enfin, de spectroscopies diverses, on découvre que c'est un atome de carbone. C'est un carbure qui est en interaction avec 6 atomes de fer. Donc on retombe à nouveau sur un exemple assez rare, puisque je l'ai parfois évoqué en ces termes, un exemple de chimie organométallique. On a des liaisons métal-carbone ici, un peu comme, vous le savez, pour ceux qui ont suivi ces cours, l'hydrogénase avec ses liaisons fer-carbonyle ou fer-cyanure, ou la vitamine B12 avec cette liaison cobalt-carbone. Enfin, il y a quelques exemples, mais très très limités. Voilà un nouvel exemple apparu récemment. Donc c'est un carbure, et très très récemment, cette année ou à la fin de 2012, on a compris comment ce carbone était, entre guillemets, synthétisé et introduit dans ce cluster. Vous allez voir, on va retomber sur une histoire qu'on connaît bien. Bon, le cluster P est plus simple d'une certaine façon, puisqu'il s'agit de 2 clusters 4 fer, 4 soufre, mais donc vous voyez avec 4 atomes de fer chaque fois, donc 8 atomes de fer, mais 7 atomes de soufre, puisqu'il y a un des atomes de soufre ici dans le cubane qui est commun aux 2 clusters. Vous voyez ? Et puis il y a un plus grand nombre d'acides aminés qui contribuent à la fixation de ce cluster, et ce sont essentiellement des cystéines. Donc vous voyez, il y a à peu près 6 cystéines qui complètent la sphère de coordination des atomes de fer. Alors, on a des informations de ce cluster à la fois à l'état réduit, quand il a reçu un électron, ou à l'état oxydé, quand il vient de le redonner. Et il y a un certain nombre de modifications, je ne rentrerai pas dans le détail, mais un certain nombre de modifications de ces clusters qui sont associées au changement redox. Alors, si j'en viens à la réductase, voilà, si j'en viens à la réductase, eh bien, on a un système qui contient sur chaque monomère, hein, la réductase est un dimère, donc sur chaque monomère, vous avez une molécule d'ATP qui est hydrolysée, donc, et vous avez ce chemin réactionnel. Donc, c'est ce système dont je vais parler, et en gros, voilà où on en est aujourd'hui de la connaissance des cycles catalytiques de ces systèmes. Alors, vous voyez, vous avez 9 états pour la partie nitrogénase elle-même. C'est normal puisque vous avez autant d'états que de transferts d'électrons et de protons. J'y reviendrai, mais ici, ce qui a été bien établi, c'est que la protéine, la réductase, existe sous 3 états. Le premier état, où le cluster 4 fer 4 soufre, qui est en surface. Ah oui, il y a une autre propriété de ce cluster, hein, je ne l'ai peut-être pas bien indiqué, mais c'est qu'il est à l'interface de 2 monomères, et il y a 2 cystéines qui viennent d'un des monomères et 2 cystéines de l'autre. C'est un des rares exemples d'un cluster 4 fer 4 soufre qui n'est pas porté par une seule chaîne polypeptidique, mais par 2. Donc il est à l'état réduit et il contient de l'ATP. Et c'est uniquement dans cet état qu'il reconnaît la nitrogénase et qu'il se fixe à la nitrogénase.
dans les autres états, il ne reconnaît pas la nitrogénase. C'est assez fantastique de penser que, mais je l'ai déjà évoqué pour d'autres systèmes, que la présence d'un seul électron dans cette protéine et la présence d'ATP plutôt que d'ADP a un tel effet de reconnaissance protéine-protéine. Mais néanmoins, c'est le cas. Et à ce moment-là, ce système reconnaît la nitrogénase et lui envoie un électron qui va dans le cluster P. On verra ce qui se passe plus tard. Mais ce faisant, ce transfert d'électrons est associé à l'oxydation, évidemment, du cluster dans la réductase et à l'hydrolyse de l'ATP en ADP. Et une fois qu'il est dans cet état, il se dissocie. La réductase se dissocie de la nitrogénase et récupère une molécule d'ATP qui remplace l'ADP, et ici, vous avez le cluster à l'état oxydé et qui contient de l'ATP. C'est dans cet état-là qu'il peut, à ce moment-là, s'associer à la ferridoxine qui va lui donner un électron, et il reçoit cet électron, et et le cycle est terminé, il rejoint l'état 1, et à ce moment-là, reconnaît la nitrogénase, et il peut envoyer un deuxième électron, et ainsi de suite. Voilà. Ici, donc, 9 états pour la protéine à fer et à molybdène. Il y a 8 transferts de protons et d'électrons, donc j'insiste, et pas 6. Et c'est au niveau de, bon, pour simplifier, parce qu'il y a des choses pas claires au niveau de E3 et E4, au niveau du 4e transfert d'électrons, c'est à ce moment-là, c'est donc après 4 électrons que la molécule d'azote rentre dans le cycle et peut être fixée par la nitrogénase. Et dans le même temps, elle rentre quand il y a une molécule d'hydrogène qui sort. Donc la nitrogénase commence par produire de l'hydrogène avant de fixer de l'azote. Très troublant. Bon, alors j'évoque ici un certain nombre de questions, il y en a un très grand nombre de questions qu'on ne comprend pas. Effectivement, comment la fixation de la réductase à la nitrogénase déclenche l'hydrolyse d'ATP, donc c'est une interaction protéine-protéine qui est reconnue par la réductase pour hydrolyser l'ATP. Comment l'hydrolyse de l'ATP est communiquée à la nitrogénase, comment la réduction du cluster, du cluster de la réductase est communiquée à la nitrogénase, enfin, etc. Et puis d'autres questions auxquelles on va essayer de répondre. Où est le site de fixation et de réduction de l'azote? Est-ce que c'est sur les atomes de fer? Est-ce que c'est sur l'atome de molybdène? Pourquoi de l'homocitrate comme ligand? Alors, je vous donne tout de suite la réponse, on n'en sait rien, donc je ne dirai rien sur cette question-là. Et puis, mécanisme, est-ce qu'on peut décortiquer les fameux états et comprendre comment la chimie est mise en œuvre et quels sont les différents intermédiaires réactionnels? Donc, je l'ai dit, l'azote ne se fixe sur le cofacteur fer-molybdène qu'après, je simplifie, 4 électrons. Il y a des situations dans lesquelles ça peut être 3 électrons. Et 2 électrons sont consommés pour réduire des protons en hydrogène, ça je l'ai dit. Et bon, dans la plupart des réactions de réduction de molécules stables, comme le dioxyde de carbone, comme l'azote, comme il faut des protons, on est toujours en compétition avec de la réduction des protons et de la production d'hydrogène. Enfin, ceux qui s'intéressent à des réductions de ces petites molécules sont toujours confrontés au fait que c'est plus facile de réduire des protons que n'importe quoi. Là, c'est bien ce qui se passe, il y a de la production d'hydrogène. Je pense que ce n'est pas simplement parce que le système est incapable d'éviter de la réaction d'hydrogène, mais c'est parce qu'il y a besoin de former des hydrures qui vont réagir avec l'azote. Et puis, il faut savoir que la nitrogénase est une hydrogénase, c'est-à-dire que y a, en absence d'azote,
les nitrogénases, enfin les bactéries fixatrices d'azote, sont des gros producteurs d'hydrogène. Voilà. Alors, est-ce qu'on peut essayer de comprendre comment fonctionne ce système? Voilà à nouveau le cofacteur fer-molybdène. Et on a deux possibilités. Hein. Je veux dire, c'est assez trivial de penser qu'une molécule d'azote si stable, elle ne peut être déstabilisée en quelque sorte que par modification électronique via une interaction avec un métal. Donc ça peut être le molybdène ou c'est le fer. Alors le molybdène est dans une hexacoordination qui est totalement saturée, et les atomes de fer sont dans des tétracoordinations saturées. Donc il faut, si on veut faire intervenir ces métaux, il faut imaginer des changements qui libèrent des sites de coordination. Et d'ailleurs, ceux qui évoquent le molybdène, par exemple, évoquent, sans d'ailleurs que ce soit bien démontré, enfin même pas du tout, des ouvertures avec une libération d'un site par dissociation de la molécule, ou partielle dissociation de l'homocitrate. Alors c'est là que les chimistes moléculaires en particulier peuvent jouer un rôle. C'est toute l'approche d'une certaine façon biomimétique et bio-inspirée qui, je l'ai beaucoup discuté, sert à la fois à tirer l'information du vivant pour inventer des choses intéressantes pour des applications dans des réactions d'intérêt. Et à l'inverse, un bon modèle peut être utilisé pour imaginer, pour produire des informations sur le système biologique lui-même. Parce que ce système modèle lui ressemble et que la chimie est conservée d'une certaine façon. Enfin, c'est en tout cas le rationnel de cette démarche-là. Alors, comme c'est une chimie extrêmement difficile, les chimistes moléculaires ont disons, en gros, essuyé un échec retentissant dans la reproduction de cette chimie de la nitrogénase. Échec retentissant parce que si vous regardez la littérature, des complexes de molybdène qui activent un peu l'azote, à ma connaissance, il doit y en avoir 2, et qui font quelques cycles catalytiques, je vous les présenterai, dont un très récent, d'un groupe japonais. Et sur l'activation par des atomes de fer, c'est peut-être encore plus rare. Au niveau chimie moléculaire, je vous montrais un exemple de Pat Holland aux États-Unis, récent. Donc, c'est une source d'information qui est relativement limitée pour répondre à la question est-ce que c'est du fer et du molybdène. Alors, peut-être on peut citer le premier exemple de complexe de molybdène qui fait quelque chose à l'azote, c'est ce complexe, c'est Schrock. Je rappelle que Richard Schrock a eu le prix Nobel en 2005 avec Chauvin, le chimiste français. Et voilà le système. Donc c'est un complexe mononucléaire de molybdène qui, en effet, est capable de fixer une molécule d'azote. Ici, vous voyez, c'est un ligand hyper encombré, donc avec une coordination par des atomes d'azote. Évidemment, ça n'a rien à voir avec ce qu'il y a dans la nitrogénase, puisque c'est plutôt des atomes de soufre, encore qu'il y a une histidine. Mais néanmoins, voilà, un des tout premiers complexes qui fixe l'azote. Et il est très encombré pour éviter la dimérisation. Enfin, ces systèmes ont tendance à donner des complexes molybdène, azote, azote, molybdène, qui sont totalement inertes ensuite. Voilà. Et en présence d'une source d'électrons et de protons, en effet, ce complexe a montré une toute petite activité de production d'ammoniac. Je crois que ça n'a pas dépassé 5 ou 6 cycles catalytiques avant de mourir. Mais néanmoins, ça a été l'occasion pour Schrock de proposer un mécanisme pour ce système, mécanisme qui est l'un de ceux qui est proposé pour la nitrogénase, à savoir donc une série de transferts de protons et d'électrons successifs, où on a d'abord
la réduction de la molécule d'azote associée à des fixations de protons sur l'azote terminal. Vous voyez ? Ceci conduit à une première production d'une molécule d'ammoniac et un premier intermédiaire avec un seul atome, une sorte de nitrure de molybdène, qui ensuite lui-même subit des protons enfin des transferts de protons et d'électrons. Et au terme de ces transferts d'électrons et de protons, vous avez une deuxième molécule d'ammoniac. Ça, c'est un des mécanismes qui est proposé. Schrock, dans ce travail-là, a pu, je crois que ce sont ceux qui sont en rouge ici, isoler un certain nombre de ces intermédiaires. C'est un travail formidable. Hein. Ce n'est pas pour ça qu'il a eu le prix Nobel, mais c'est pour tout un tas de choses que ce très grand chimiste organométallicien, si on peut dire. Mais ça, c'est vraiment un très, très beau travail. Plus récemment, vous voyez, Nature Chemistry 2011, un groupe japonais a produit ce complexe, donc, qui est un binucléaire de molybdène avec une molécule d'azote pontante, dans un environnement phosphore et azote, voilà, qui a été produit en présence, vous voyez, dans ces conditions, et ce complexe-là est suffisamment stable pour être cristallisé et pour être testé dans une réaction où on lui apporte un réducteur et des protons. Et c'est ce qui est résumé dans ce tableau, où vous avez ce réducteur, un complexe de cyclopentadienyl cobalt, et vous avez une source de protons, ici c'est un ammonium, et une atmosphère d'azote. Et en effet, ce catalyseur dans ce solvant est capable de faire, vous voyez, une vingtaine de cycles catalytiques en production d'ammoniac, mais comme vous le voyez ici, avec une très grosse production d'hydrogène, c'est un système qui réduit aussi les protons en hydrogène. Bon, il y a tout un tas de modifications de ce système, le même système, mais avec... oui, j'ai oublié de mentionner qu'ici, vous voyez, c'était une molécule qui a fixé 5 molécules d'azote. Hein. Vous voyez, vous avez des molécules d'azote terminales ici, et puis vous avez une molécule d'azote pontante. Bon, voilà, quelques modifications. Le même complexe, vous avez du monoxyde de carbone à la place des azotes terminales, qui ne marchent pas, ou pratiquement pas, vous voyez, et puis des complexes monomoléculaires de molybdène avec de l'azote, et là, il n'y a pas du tout d'activité. Donc, il y a quelque chose d'assez spécifique sur de l'activité de ce type de complexe. Bon, voilà le type de choses qu'on peut faire aujourd'hui, hein, en 2012 ou 2013, pas mieux. Et cette étude-là, pour le moment, ne permet pas de comprendre mieux la réactivité, enfin le mécanisme de la nitrogénase. Donc là, il y a... Voilà, alors là, voilà le mécanisme que dans ce papier Nature Chemistry 2011, voilà le mécanisme qui est proposé. C'est un cycle de Schrock, hein, vous le voyez, avec réduction et protonation de l'azote distal, une molécule d'ammoniac produite, et puis un nitrure qui subit à nouveau des électrons et des protons pour libérer la deuxième molécule d'ammoniac. Bon. Maintenant, donc voilà, à partir de là, certains disent ben, la nitrogénase, le molybdène est là pour faire ce travail-là, ce type de chimie. Est-ce que ça ne peut pas être du fer? Ben, ça peut être aussi du fer, parce que les chimistes ont montré qu'on pouvait aussi activer de l'azote avec des complexes de fer. Alors, ici, je cite un travail de Hollande, vous voyez, Science 2011, donc tout ça, c'est de la chimie extrêmement récente. Hein, il y a un vrai défi, hein, véritablement, à construire des catalyseurs moléculaires pour faire cette activation de l'azote. Alors, tout à l'heure, on va entendre de la catalyse hétérogène, qui a évidemment sa place. D'ailleurs, le procédé industriel de synthèse de l'ammoniac, c'est un procédé de catalyse hétérogène. Et c'est pour ça que Pat Holland, ici,
enfin j'ai évidemment récupéré ça de son article dans Science, fait ce schéma où vous avez d'un côté le catalyseur biologique de réduction de l'azote. Il y a du fer, il y a du molybdène, mais il y a beaucoup de fer. Voilà le système de la synthèse industrielle de l'ammoniac, et là c'est souvent des catalyseurs à base de fer, donc c'est de la chimie hétérogène en surface. L'azote se fixe, dissociation de la molécule d'azote, l'hydrogène se fixe, dissociation de la molécule d'hydrogène. On a des atomes d'azote et d'hydrogène en surface qui réagissent pour donner de l'ammoniac. Et donc, il y a un certain nombre de recherches, Hollande est l'un de ceux qui essayent de faire ça, de complexes de fer. Et voilà, il a cette preuve, je dirais, avec un complexe un peu particulier ici, binucléaire de fer, où en présence d'une sorte de graphite de potassium qui est un puissant réducteur, très utilisé en chimie organométallique comme réducteur, et en présence d'azote, vous voyez, transforme cette molécule d'azote en nitrure, ici pontant, avec une charge compensée par des ions potassium ici. Mais là, c'est la preuve, en effet, que ce complexe de fer a été capable de fixer une molécule d'azote qui est très stable et de casser cette molécule, puisqu'il n'y a plus de liaison azote-azote, elle a été remplacée par des liaisons fer-azote. Et ensuite, il montre, en mettant de l'hydrogène sur cet azote, qu'il est capable de produire avec un certain rendement de l'ammoniac. Donc voilà ce type de travaux qui peuvent faire penser à, en effet, des complexes de fer comme potentiellement un site, enfin des catalyseurs potentiels de réduction de l'azote, et l'hypothèse que ça pourrait être sur du fer que se passe l'activation de l'azote de la nitrogénase. Alors, aujourd'hui, l'hypothèse qui prévaut, ni l'un ni l'autre, d'une certaine façon, même s'il n'y a pas encore de démonstration directe, mais l'idée, c'est que finalement, vous voyez ce cluster qui est très particulier, est en fait une sorte de catalyseur hétérogène. Et l'idée principale, c'est que, en fait, c'est à la surface de ce cluster, vous reconnaissez donc le molybdène, les atomes de fer en vert et les atomes de soufre en jaune, c'est à la surface de cet ensemble fer et soufre. À nouveau, on voit la puissance de cette association fer et soufre dont j'ai beaucoup parlé. Sans identifier un atome plus qu'un autre, mais une surface réactive que se fait cette réduction de l'azote. Alors, il y a un certain nombre d'informations indirectes qui pointent vers ça, en particulier de la mutagénèse dirigée. Par exemple, ici, vous avez une valine qui est juste au-dessus de ce site. Et en fait, quand vous encombrez un peu plus, si par exemple vous transformez cette valine en isoleucine, eh bien, vous vous arrêtez au fameux état numéro 4, c'est-à-dire l'azote n'arrive pas. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ce cycle à 9 ronds, à 9 états, et le E4, c'est celui qui a reçu 4 électrons, et à partir duquel il y a de l'hydrogène qui s'en va. Eh bien, lorsque vous faites cette mutation, vous avez une accumulation de l'état E4. D'ailleurs, cette mutation a été très importante dans l'histoire de la compréhension de la nitrogénase parce qu'on avait accès à un des intermédiaires par ce biais-là. Et l'histidine, qui est ici aussi essentielle, est considérée comme étant parfaitement bien placée pour produire des transferts de protons qui jouent un rôle important dans la réaction. Alors, là aussi, résultat très récent, magnifiques travaux, je dirais, de Brian Hoffman aux États-Unis, qui est sans doute le spécialiste mondial de toutes ces techniques
de résonance paramagnétique à plusieurs dimensions, à une et plusieurs dimensions, RPE, Andor, iScore, ISIM, enfin, etc., etc., etc. Et qui est assez... Et puis couplé à des tas de... J'ai déjà évoqué ces stratégies-là avec du marquage, enfin bon, voilà. Et donc, l'hypothèse... Enfin, ce que montrent ces derniers travaux, vous voyez, c'est des travaux récents, 2010-2011, c'est que ces 4 électrons et ces 4 protons arrivent et ne produisent strictement aucun changement redox des métaux. Il n'y a aucun changement redox de métal. Donc les électrons vont dans les protons, les 4 électrons produisent 2 hydrures, et les techniques spectroscopiques utilisées par Hofmann sont en accord avec des hydrures pontants entre 2 atomes de fer. Et 2 protons qui sont fixés sur des atomes de soufre, à nouveau de cette surface. Donc vous voyez cette surface un peu hétérogène, je dirais, fournit des fers pour fixer des hydrures et des protons. Alors évidemment, tout ça, comme le fer est saturé, ça implique aussi des libérations de sites de coordination. On ne sait pas très bien, est-ce que c'est la liaison fer-carbone qui se casse, est-ce que c'est la liaison fer-soufre? Bon. Voilà. Donc ça, c'est l'état E4. Et c'est uniquement dans cet état-là, donc qui est représenté de cette façon-là, c'est uniquement dans cet état-là que l'azote peut arriver, déplacer une molécule d'hydrogène. Il y a une molécule d'hydrogène qui s'en va, donc vous voyez un hydrure et un proton, mais il reste un hydrure et un H+. Et le point de départ, ensuite, pour la réduction de l'azote, c'est une enzyme qui a un proton, un hydrure et une molécule d'azote. Et là, il y a eu beaucoup de discussions sur le type de mécanisme qui est mis en œuvre dans cette nitrogénase. Il y a le mécanisme de Schrock, initialement appelé mécanisme de Schrock, mais qu'on appelle maintenant mécanisme distal, à nouveau, qui est, vous voyez, j'ai donc mon azote qui se fixe et le premier hydrure qui s'accroche sur cet azote, et puis ensuite, vous passez à des transferts d'électrons et des protons qui vont uniquement sur l'azote distal, et à nouveau, une molécule d'ammoniac, un nitrure et deuxième molécule d'ammoniac. Donc ça, c'est le mécanisme que je vous ai présenté N fois déjà dans Schrock et du groupe japonais avec le binucléaire de molybdène. Il y a un mécanisme dit alternatif où, au contraire, de façon alternative, l'azote vient sur le proton vient sur un azote et le proton suivant vient sur l'autre azote et ainsi de suite. Et vous avez à ce moment-là des intermédiaires de type diazène ou hydrazine fixés sur le site actif. Alors, je le dis tout de suite, c'est plutôt aujourd'hui, il me semble que c'est plutôt le mécanisme alternatif qui est mis en avant, et une des raisons pour lesquelles il est mis en avant, enfin une des multiples raisons pour lesquelles c'est mis en avant, c'est parce que vous pouvez faire de l'ammoniac à partir de diazène, c'est-à-dire si vous donnez du diazène à la nitrogénase, vous faites de l'ammoniac, et si vous donnez de l'hydrazine, NH2 à de la nitrogénase, vous faites aussi de l'ammoniac. C'est un des arguments. Voilà. Donc c'est plutôt... voilà. Donc vous voyez, on part de ce système avec 2 hydrures, 2 protons. Il y a un hydrure et un proton qui réagissent pour donner de l'hydrogène. Encore une fois, je ne sais pas très bien pourquoi. Et ensuite, on se trouve dans cet état azote, hydrure, proton. Et ensuite, vous avez donc toute une série de transferts d'électrons et de protons jusqu'à la production d'ammoniac. Mais vous voyez ici que la libération d'ammoniac se fait en 2 temps, mais les 2 étapes de relargage de l'ammoniac sont beaucoup plus proches, puisque c'est une étape suivante qui permet cet relargage que dans le mécanisme distal. Une autre chose qui est parfaitement bien démontrée, c'est que le cofacteur molybdène, malgré le fait qu'il ait 8 atomes de fer
Et un atome de molybdène ne cycle qu'entre deux états redox. Donc, c'est pour ça que je dis que c'est un très mauvais condensateur, c'est-à-dire qu'il est incapable d'accumuler plus qu'un électron, en tout cas, il ne le fait pas. Et donc, c'est plutôt un système genre batterie qui stocke les équivalents réducteurs dans des liaisons ferrhydrures et dans les liaisons chimiques des substrats qui sont hydrogénés. Et donc, à l'état oxydé, il reçoit un électron, il est réduit à un électron, et quand il y a un deuxième électron qui arrive, il ne s'accumule pas sur le métal, enfin en tout cas sur le site actif, il est tout de suite utilisé avec l'électron qui est stocké sur le site actif pour donner l'équivalent d'un hydrure qui se retrouve sous forme hydrure ou sous forme d'azote, de liaison azote-hydrogène réduite. Voilà, alors je dis ça parce que, effectivement, voilà, une petite remarque pour dire que c'est assez fascinant de penser que la nature a choisi un système aussi complexe pour faire du transfert à un électron. Mais ce n'est pas la première fois que j'ai évoqué ce type de situation, puisque finalement, la nature, on l'a vu, prend un cluster 4 fer 4 soufre pour faire une réduction d'un sulfonium, donc 4 atomes métalliques, pourquoi pas un. De la même façon, la réduction des protons en hydrogène, qui n'est pas si compliquée que ça, est ici fait avec un cofacteur métallique qui a 6 atomes de fer. Et puis, par exemple, sans parler de réaction redox, pourquoi utiliser un cluster métallique avec 4 atomes de fer et 4 atomes de soufre, dont j'ai montré dans d'autres cours à quel point c'était lourd à synthétiser et à assembler pour faire simplement une réaction non redox d'hydrolyse ou d'isomérisation. Donc, voilà, c'est une réalité, c'est-à-dire que spontanément, le chimiste, pour faire des réactions de transfert d'un électron ou pour faire une réaction d'hydrolyse ou de déshydratation, comme dans la conitase, ne penserait pas obligatoirement en termes d'un cluster à 8 fer et à 1 molybdène. Il commencerait par prendre un atome métallique, du zinc par exemple, pour faire de la déshydratation. Bon, voilà. Donc là, il y a un choix. C'est intéressant d'essayer de comprendre pourquoi, quel est le rationnel de ce choix de systèmes aussi complexes pour faire des réactions finalement assez simples, enfin, sur le plan de la chimie. Je ne dis pas que c'est facile, je dis que c'est simple dans la mesure où ici, avec le cofacteur fer-molybdène, on met en œuvre un seul électron. Enfin, la semaine prochaine, je finirai mon cours, ce sera mon dernier cours. J'ai essayé de vous montrer la notion de cluster en biologie, donc de ces systèmes qui assemblent plusieurs atomes métalliques et parfois un très grand nombre. Hein. Peut-être le complexe cofacteur à fer-molybdène est un des plus complexes du vivant. Et j'ai commencé par évoquer la problématique de comment la nature fait pour assembler ces clusters métalliques. Je l'ai évoqué avec dès le premier cours, hein, et Frédéric Barras avait complété avec l'œil du biologiste sur comment un simple cluster 4 fer 4 soufre est synthétisé. Vous avez vu que c'est d'une extrême complexité, ça implique je sais pas, au moins une dizaine de protéines. Eh bien, même question, les gens se sont posés, que les gens se sont posés assez récemment, c'est comment ce cofacteur à molybdène et à fer est synthétisé et assemblé. Eh bien, quand on regarde le génome de ces bactéries fixatrices d'azote, depuis longtemps, on sait qu'il y a des énormes opérons qui comportent non seulement les gènes
qui code pour la nitrogénase elle-même et la réductase, mais tout un tas de protéines qui participent à la biosynthèse de ce cofacteur. Sans parler évidemment de systèmes de régulation de l'expression de ces gènes. Alors, la semaine prochaine, j'évoquerai la problématique de la maturation de certains de ces clusters. Donc je ne parlerai pas de fer soufre puisque ça a été fait, mais d'autres clusters. Et Luis Rubio, qui est un chercheur spécialiste de cette question en Espagne, parlera de la biosynthèse de ce cofacteur. Il a fait des choses extrêmement puissantes récemment. C'est d'une très grande complexité, mais je voudrais juste résumer cette question. Et en particulier, je voudrais le résumer parce que je voudrais discuter de ce fameux atome. Je voudrais terminer avec ce fameux atome de carbone qui est là, au milieu. Cet atome gris, là. Alors, en fait, le début, ça commence comme la biosynthèse des clusters fer-soufre. C'est-à-dire dans le système NIF, qui est cet opéron. Ils s'appellent tous NIF quelque chose, ici. NIF-K, NIF-T, NIF-Y, NIF-E, etc. Vous avez des systèmes spécifiques de construction de clusters 4 fer 4 soufre qui ressemblent exactement au système ISC et SUF dont j'ai parlé dans le précédent cours. Et vous avez une cystéine désulfurase qui est la source des soufres. Donc les cystéines sont transformées en alanine et relarguent du soufre, qui est récupéré par des protéines. C'est NIFU qui assemble d'abord un cluster 2 fer 2 soufre et un cluster 4 fer 4 soufre. Et ce NIFU, ensuite, donne ce cluster 4 fer 4 soufre qu'il a préassemblé à une protéine qui s'appelle NIFB. Et c'est NIFB qui joue un rôle très très important, et pendant très longtemps, jusqu'à il y a quelques mois, on ne savait pas très bien à quoi elle servait, mais ce NIFB assemble deux clusters 4 fer 4 soufre qui vont être fusionnés, et en même temps va aussi produire cet atome de carbone pour faire un précurseur qui va être donné à la protéine NIFEN. Cette protéine NIFEN a beaucoup d'homologie à la fois structurale et de séquence avec la nitrogénase elle-même. C'est une sorte de chaperonne et ça c'est une notion assez classique. Il y a, je crois, dans les premières années de mes cours ici au collège, j'avais évoqué cet aspect-là à propos du cuivre. Donc c'est des protéines qui construisent le cofacteur dans un environnement qui est assez proche de la protéine finale dans laquelle ce cofacteur va être transféré. C'est exactement ici comme ça que ça se passe. Et à ce moment-là, vous avez assemblé ce précurseur dans NIFEN. Il y a presque tout, il manque le molybdène. Eh bien, le molybdène, il le reçoit avec l'homocitrate, curieusement de la protéine à fer, de la réductase. Là encore, on ne sait pas très bien comment ça se passe, mais à ce moment-là, NIFEN assemble complètement le cofacteur fer-molybdène. C'est-à-dire que ce cofacteur fer-molybdène, il existe dans NIFEN avant d'exister dans la nitrogénase. Et ensuite, NIFEN s'associe à la nitrogénase pour lui transférer le cofacteur fer-molybdène. Donc il y a tout un tas d'usines pour construire ce cofacteur avec du soufre qui vient de la cystéine, du fer. Et puis, alors, la question, c'est... Et puis, ensuite, on fusionne les clusters, on rajoute du molybdène, de l'homocitrate qui arrive, et je voudrais terminer avec la question d'où vient ce truc-là. Bon, ça va. Voilà. Science 2012, nous revoilà, on n'y échappe pas, au radical SAM. J'en ai parlé abondamment. Il y a eu un magnifique travail de Marcus Ribbe aux États-Unis à la fin de l'année 2012, donc il y a quelques mois, qui a parfaitement montré, avec tout un tas de marquages et de méthodes spectroscopiques à la Hoffman, que le carbone qui est là, il vient de ce méthyle de la S-adénosylméthionine. Et on savait depuis longtemps que NIFB avait une signature de radical SAM, mais voilà, on n'imaginait pas que c'était une chimie de ce type-là qui était mise en œuvre.
Et donc, donc je ne détaille pas les manips de marquage qui ont été faites, aussi bien marquage deutérium au carbone 14, bon, etc., etc. Et donc l'hypothèse de travail, mais là on est très très loin de comprendre comment ça se passe exactement, c'est que vous avez dans un premier temps une SAM, une S-adénosylméthionine, qui est connue comme étant un puissant agent électrophile, avec ce méthyle électrophile, donc transfert du méthyle par attaque d'un atome de soufre, et à ce moment-là, vous avez un méthylthiol, une sorte de méthylthiol accroché à un cluster. Et ensuite, vous avez de la chimie traditionnelle de radical SAM, c'est-à-dire vous produisez le radical 5'-déoxyadénosyl par cassure de la liaison soufre-carbone ici, enfin ce que j'ai raconté x fois pendant mes cours, et ce radical fait plusieurs arrachements d'atomes d'hydrogène. Bon, enfin, une chimie qui est enfin, okay, sûrement pas très simple. Et pour finir avec un carbone qui est totalement déprotoné. Voilà. Donc ça, c'est une autre réaction chimique que les radicals SAM sont capables de produire. Il reste beaucoup de travaux à faire pour comprendre comment ça se passe réellement. Tout ce que j'ai écrit en bas, est purement spéculatif. Il faut simplement retenir que voilà, la SAM fournit ce carbone et que c'est par une chimie de type radical SAM qu'on a cette déprotonation. Oui, bah, j'ai parlé de la biosynthèse du cofacteur à molybdène. Même chose, il y a des enzymes qui sont impliquées dans la biosynthèse du cluster P. Il s'avère que voilà, si vous avez une souche mutante qui n'a plus d'activité NIF-B, vous produisez une nitrogénase qui n'a pas le cofacteur à molybdène, qui est ici, vous voyez, il est absent, donc les gens qui ont fait ce travail ont obtenu une structure cristallographique dans laquelle il n'y a que le cluster P. Et puis, ils ont aussi obtenu une structure cristallographique d'une nitrogénase obtenue dans ce mutant particulier avec la protéine NIFH qui participe à l'association des deux clusters. De sorte que ce que vous voyez, c'est le précurseur du cluster P, ici, final, sous la forme de deux clusters proches l'un de l'autre. Donc, deux clusters un peu avant qu'ils fusionnent aussi pour donner le cluster P. Donc, là aussi, c'est un assemblage de clusters fer-soufre qui implique toujours NIFU. NIFU, et c'est comme ISC-U, c'est comme SUF-B, enfin, c'est la protéine scaffold qui assemble les clusters 4 fer, 4 soufre. Et là, il y a donc des systèmes, genre NIFH, qui participent à la fusion de ces deux clusters. Voilà. J'ai terminé sur ce système anhydrogénase. Voilà un très beau cluster métallique, un très beau cofacteur métallique dont on comprend encore peu de choses, une réaction essentielle, la réduction de l'azote, et un problème d'assemblage de ces clusters. Comment sont-ils assemblés, synthétisés de façon extrêmement spécifique? Tout un tas de questions, et voilà, et j'en ai terminé. Je vous remercie pour votre attention. Voilà, pendant que Alessandra Cadrelli me rejoint, enfin, qu'on installe son ordinateur. Je suis prêt à répondre à vos questions. On pourra discuter après. Je suis très heureux d'accueillir Alessandra Cadrelli, qui est chimiste à l'Université de Lyon, à l'école de chimie aussi. Voilà.
et qui a passé pas mal de temps à essayer de comprendre cette problématique de l'activation de l'azote. Elle a eu de très jolis résultats. Elle va nous raconter ces résultats et la suite qu'elle en a donnée. Donc je lui laisse la parole. Et voilà, vous venez installer, je vous laisse faire. Merci.